Bonjour les amis, vous êtes bien sur Planète Gaïa TV, dans l'émission, en fin de compte j'en sais rien, où je vais la mettre dans le coin des bouquins, puisqu'on va parler d'un livre, ou alors, comme je suis reçu plutôt par un alchimiste, ça va être dans le coin des alchimistes. Peut-être que je vais la mettre dans les deux, donc voilà, ça sera la surprise. Donc aujourd'hui je suis chez Patrick Burestenas, je le dis bien? C'est bien comme ça. ça. Ben voilà, impeccable. Qui va nous parler de son dernier livre, qui s'appelle « Un alchimiste raconte ». Voilà, merci Patrick de nous recevoir pour cette émission. Bienvenue. Dans ton antre. C'est ça. Donc c'est l'objet de tous les délits, c'est là que tu écris tes bouquins, quoi. Absolument. C'est vraiment tous mes objets un peu familiers, des objets que j'ai ramenés un peu de partout, et puis un endroit où je suis tranquille. D'accord, ok. Bon, est-ce que pour nos auditeurs qui ne te connaissent pas encore, il y en a quand même encore un ou deux, est-ce que tu pourrais te présenter brièvement qui tu es, ton parcours? Oui, brièvement, je suis un alchimiste. Ça paraît très curieux, j'ai pas une grande barbe et un chapeau pointu. Ah, c'est scandaleux. Je le regrette. Enfin, bon. Et j'ai commencé à faire de l'alchimie ou m'intéresser à ça tout petit, puisque je me souviens d'avoir fait un exposé sur l'alchimie en 4e. Wow. Imaginons. Alors je sais pas pourquoi ça m'est tombé dessus. J'ai voulu. C'était un choix ou un sujet imposé? Non, un choix, absolument. Personne à l'époque pouvait imaginer qu'on présente un sujet sur l'alchimie. C'est pas très académique. Donc c'était sans doute quelque chose qui était dans l'air du temps. Donc j'ai voulu comprendre un peu comment fonctionnait l'univers, d'abord d'une manière complètement normale, par curiosité. Et puis ça ne m'a pas apporté des réponses satisfaisantes, c'est-à-dire la vision scientifique, la vision politique, la vision géopolitique. Donc ça ne m'a pas excité beaucoup. D'accord. Donc après, par hasard, je suis tombé sur un vieux livre, que j'ai ici d'ailleurs, de Jolivet Castelot, qui parle de l'âme de la matière, et qui parle de l'alchimie. Et je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce fatras de superstition moyenâgeuse, bizarre, enfin bon. Et puis ça m'a quand même titillé un peu. Ouais. Et il y avait des expériences à faire dedans, je les ai faites, mais surtout pour prouver que ça marchait pas. Ah ouais, tiens. Mais oui, parce que c'était trop bizarre. Et ça a marché. Il s'est passé des trucs que j'ai pas compris. Et là, je me suis dit, l'alchimie, donc il y a quelque chose de concret, quoi. Ouais. Moi, j'ai toujours cru que c'était un truc fumeux, dans les films ou dans les bouquins. Voilà, et qu'il n'y avait pas de réalité matérielle. Et là, c'était faux, il y en avait. Ah, alors là, j'ai dit, ça m'intéresse, donc j'ai mis les mains dedans. Et puis, de fil en aiguille, j'ai monté mon labo, et puis j'ai suivi le chemin qui m'a satisfait, parce que ça m'a d'abord apporté des tas de réponses sur le monde, sur les hommes et sur moi-même. D'accord, et t'étais en 4e, tu disais? Oh non, ça m'a pris beaucoup plus tard. En 4e, non, c'était juste un épiphénomène, c'était peut-être un préquel, comme on dit maintenant. Non, ça m'a pris vers 22 ans. D'accord. Et ensuite, moi j'ai une vie, je dirais, normale. J'allais dire civile. Et puis, parallèlement, j'ai continué à faire ça, puis un jour, je me suis dit, ma vie, c'est ça. C'est-à-dire que je n'ai pas envie de faire autre chose. Donc, je me suis débarrassé de mon entreprise, j'avais une, et puis... Entreprise de quoi? J'avais une entreprise de sécurité informatique. Ah oui, ça n'a vraiment rien à voir. Ça n'a rien à voir, quoique, c'était une manière de fouiller dans les trucs, de voir des choses un peu étranges. Et puis j'ai dit ma vie, non, c'est ça. Après la question c'est comment concilier une vie profane et puis une vie pour moi qui était une vie sacrée. Et donc j'ai commencé sur cette vie à dire tiens, qu'est-ce que je peux transmettre? Alors il y a deux manières de transmettre, il y a une manière vulgaire, si je puis dire, vulgarisée. Ouais. Et c'est ce que j'ai eu envie de faire, c'est-à-dire dire aux gens, ok, l'alchimie on n'en parle pas jusqu'à maintenant, et moi j'ai envie d'en parler. Mais j'ai envie de transmettre comme j'ai reçu, c'est-à-dire qu'il y a une partie qui est vraiment tout public et une partie qui reste secrète, et qui reste de bouche à oreille, et qui reste de maître à disciple. Donc aujourd'hui, j'ai fait plein de choses, c'est-à-dire que j'amène des gens en voyage par exemple. Là je rentre d'Égypte par exemple. Où j'ai amené des gens dans la Grande Pyramide que j'ai privatisée. Donc c'est des choses qui sont un peu exceptionnelles. On est allé entre les pattes du Sphinx, ce qui n'est pas possible, mais on l'a fait quand même. Et on a même privatisé le musée du Caire. Ah bah carrément. Donc pourquoi Allez, pourquoi pas?
Voilà, c'est des voyages un peu exceptionnels où j'amène des gens un peu à droite à gauche et puis j'ai transmis les savoir-faire. Maintenant, je reviens un petit peu en arrière, c'est-à-dire que je ne transmets plus ces savoir-faire, je le ferai plus, je reste dans la philosophie de l'art. Ouais. Et je me consacre à l'écriture, au film. C'est-à-dire que c'est plus une transmission un peu éloignée du public, mais qui va être à travers des médias. Ouais. Donc je fais des émissions de radio, je fais des émissions de télé, mais ça c'est une part, mais je vais surtout me consacrer à l'écriture. Et j'ai plein d'artistes qui viennent aujourd'hui me rencontrer pour faire de l'aide au scénario, pour apporter mon univers, pour des entreprises aussi, qui me demandent la même chose. Ok. Alors je te coupe 2 secondes, parce que j'ai oublié de le dire au départ, mais cette émission va passer donc sur Planète Gaïa TV, en vidéo, mais conjointement, puisque je travaille avec une web radio qui s'appelle Radio Zolkin, on va trouver, enfin qui s'appelle maintenant Radio Morpheus, ça vient d'évoluer, on va retrouver la bande son sur la web radio. Donc ça s'appelle radio-zolkin.fr. Voilà, si vous voulez l'écouter, ou en direct, ou enfin en direct, oui, si on veut, en diffusé ou en podcast, vous allez aussi la retrouver là-bas. Voilà, excuse-moi de te Non, il n'y a pas de mal, donc voilà, c'est un peu tout est dit. Donc pour moi, l'alchimie est une manière de comprendre le monde, et un outil. Donc ça veut dire que comme tous les outils, il doit être abandonné un jour, parce que l'outil conduit quelque part. Mais on n'est pas dans la glorification de l'outil, mais dans ce qu'on peut faire avec. Bien sûr. Mais ça a été pour moi quelque chose d'extraordinaire, puisque ça m'a permis de confronter des tas de cultures. Parce que ce que j'ai aimé aussi dans l'alchimie, c'est qu'on s'affranchit de toute culture, de tout pays, de toute couleur, de tout sexe, de toute religion, on s'en fout complètement. Ouais. On a toujours travaillé ensemble, tout le monde. Oui, oui. Et dans un monde où tout le monde se fractionne, c'est bien d'avoir une voix où on se rassemble. Oui. Voilà. Mais d'ailleurs, quand on prend les vieux bouquins, même les vieux romans, qui traitent un peu des matières ésotériques, on parle toujours des alchimistes qui venaient des pays arabes et qui venaient en France pour travailler avec nos alchimistes, et ça se passait bien. Ça s'est toujours formidablement bien passé, même dans les religieux. Il y a des juifs qui travaillent avec des arabes, qui travaillent avec des chrétiens. Bien sûr. On s'en fout complètement. Il y a vraiment cette connaissance, cette envie de connaissance. Alors après, il y a une autre voie, évidemment, il y a plein d'alchimistes qui disent non, 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 ça doit être secret, on ne doit rien raconter, vous êtes très méchant en racontant tout. Moi, je pense que pour savoir qu'une voie existe, il faut en parler. Bien sûr. Ça ne veut pas dire qu'on dévoie, ça ne veut pas dire qu'on dévoile, mais ça veut dire au moins on dit oui, ça existe. Et aujourd'hui, quand on parle d'alchimie, eh bien, on n'est plus pris pour un fou furieux. Je veux dire, il m'arrive de faire des émissions sur la 2, genre Secret d'Histoire avec Stéphane Bern. Ça veut dire que c'est 20h30 le samedi soir. Parler d'alchimie, c'était juste impossible avant. Impensable. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui, si ça améliore l'humanité, si ça améliore la perception, si ça rend les gens heureux, bah, tant mieux. Oui, bien sûr. Voilà, et s'il y en a 3 ou 4 qui râlent, mais qu'il y en a 100 000 qui sont heureux, bah, finalement, pour moi, ça paraît... Tout à fait. De toute façon, on est dans la fameuse ère du Verseau, et dans cette ère du Verseau, paraît-il, c'est l'ère de la transmission. Donc il n'y a plus de secret, on transmet, et de toute façon, ceux qui ne sont pas prêts à entendre, ils ne vont pas percevoir le message. Donc, on dit on en prend toujours pour son grade. Oui, c'est ça, oui. Les autres, ça passe au-dessus, en dessous, donc c'est pas grave. D'ailleurs, on en a tous fait l'expérience, on reprend un bouquin 10 ans après, on le relit, on trouve plein de trucs. Bien sûr, on n'avait pas vu la première fois. Pourtant, c'était toujours marqué. Ah oui, bien sûr. Ça veut dire que quand on n'a pas le niveau de perception, on ne perçoit pas. Voilà. Moi, je pense qu'il est temps de raconter un peu et d'amener les gens un peu à cette ouverture. Parce que ça nous fait comprendre le monde. Toutes les 5 secondes, on nous dit vous allez mourir, les barbares sont à vos portes, c'est affreux. Pourtant, ce monde, il est juste extraordinaire, quoi. Ben, je suis bien d'accord. Quand on est capable de mettre le doigt dessus et de montrer que, regardez, allez vous promener, regardez les arbres, regardez les plantes, regardez les gens comme ils sont. Regardez pousser les marguerites, vous allez voir comme c'est bon. J'ai souvent l'expression des gens qui me disent j'ai pas vu mes enfants grandir. Je leur dis fallait regarder. Bah oui. Arrêtez-vous et puis posez-vous un moment. Voilà, le premier travail c'est la contemplation. La contemplation, ça veut dire l'ouverture du temple.
Donc pour avoir ce temps, posez-vous, regardez. Exactement. Et on se rend compte que finalement, on a des choses juste à nos pieds, à côté de nous, c'est assez extraordinaire. Et ça, l'alchimie m'a vraiment appris ça. D'accord. Alors l'alchimie, si on fait un petit historique, ça vient d'où? Alors ça dépend laquelle, il faut savoir de quelle alchimie on parle, parce qu'il y a des alchimies. Ça dépend de la culture. Par exemple, une alchimie chinoise n'est pas la même chose que l'alchimie occidentale, qui n'est pas la même chose que l'alchimie hindoue. Le but est le même, mais le chemin est différent, c'est-à-dire la manière de l'atteindre. Pourquoi? Parce qu'il n'y a qu'une seule connaissance qui s'habille de cultures différentes. D'accord. Mais finalement, c'est la même chose. Bon, le but du jeu, on est ici dans une prison, c'est clair. D'ailleurs, les agences de voyage vous offrent de l'évasion. C'est vrai, oui. Ça veut bien dire que vous êtes enfermé. D'ailleurs, vous avez un problème, vous dites « j'arrive pas à en sortir ». Et puis enfin, vous dites « j'ai réussi à m'en sortir ». Ça veut dire qu'on est bien enfermé. Et la lumière est dehors et nous on est comme dans une prison. Donc nous on dit en alchimie, persévérez, percez et vous verrez. Ah, persévérer, oui. Ça c'est la langue des oiseaux. Finalement, on peut pas, ça ne peut pas ne pas parler. Oui, bien sûr. Et donc percez quoi pour voir quoi? Percez le mur de la prison, puis vous verrez la lumière qui est dehors. Et pour percer, il faut un clou. Et le clou, c'est la pierre philosophale. La pierre philosophale, c'est quoi? C'est, on prend une matière, on la râpe, et à force de la râper, on voit à travers. Oui, bien sûr. Et puis si on la râpe d'une manière ultime, pouf, on passe de l'autre côté. Ça, c'est ça la pierre philosophale. Donc les anciens se sont posé cette question, puis ensuite ils l'ont traduit. Alors l'alchimie occidentale que nous utilisons ici, les traces les plus anciennes qu'on a, c'est à Alexandrie. C'est-à-dire tous les symboles qu'on utilise naissent là. Ça ne veut pas dire que l'alchimie est née là. C'est sans doute quelque chose de bien antérieur. Mais disons, ça a commencé à être codifié à Alexandrie. Les premières traces datent d'Alexandrie? Non. Les premiers symboles qu'on utilise, nous, aujourd'hui, sont d'Alexandrie. Mais les premières traces qu'on a sont chez les Sumériens. Donc on est à moins 5000. Ah oui. Donc à moins 5000, déjà, on parle d'une pierre qui est donnée par les dieux et qui permet de faire des empires. C'est-à-dire de rassembler le monde sous une lumière. Après, les Égyptiens récupèrent cette pierre. Et c'est eux qui vont donner le terme. Parce que les Égyptiens, nous les appelons les Égyptiens, mais ils ne s'appelaient pas comme ça. Ils s'appelaient les Kémis. Et les Kémis, ça veut dire les habitants de la terre de Kem. Et Kem, ça veut dire noir. Donc ça veut dire les habitants de la terre noire. Et c'est le premier œuvre alchimique. La terre noire, c'est-à-dire la décomposition de la matière, justement pour séparer le subtil de l'épais. Si on veut voir à travers, il va bien falloir retirer tous les obstacles. Donc c'est ce premier travail. Et donc ensuite, les Arabes récupèrent ça, en font alchem, et ça devient alchimie. Donc, alchimie qui vient de Kem. Qui vient de Kem, la terre noire. Al au-dessus de Dieu, et donc la terre de Dieu. Et donc les Égyptiens récupèrent ça, ensuite les Grecs récupèrent ça, puisqu'ils vont apprendre chez les Égyptiens, à la période tardive, c'est-à-dire que les derniers pharaons sont des Ptolémaïques, donc c'est des Grecs, puisque Ptolémée Ier, c'est un général Alexandre le Grand, et pour faire plaisir à ce général, qui a été très bon, Alexandre lui donne l'Égypte. Et lui, quand il arrive là-bas, c'est un Grec, il fait « mais c'est super cool ce truc-là ». Il dit « moi, je veux être un pharaon ». Et il crée une lignée, les Ptolémaïques, qui va aller jusqu'à Cléopâtre, où là, c'est des pharaons. D'ailleurs, le dernier pharaon sera un fils que Cléopâtre a eu avec César, qui est Césarion, mais qui sera un Ptolémaïque aussi. Et donc, cette histoire-là fait que les Grecs s'approprient aussi ces symboles. Et c'est eux qui vont inventer le nom, d'ailleurs, un autre nom, c'est que les Égyptiens travaillaient l'alchimie et d'autres choses dans un temple secret, et ce temple secret était le temple d'Hermopolis. Et quand les Grecs arrivent là, ils disent « est-ce qu'on peut prendre tout ce qu'il y a dedans ?» Alors les Égyptiens disent « oui, mais ça doit rester dans des écoles de mystère, vous ne racontez pas partout. » Et eux, ce qu'ils font, ils prennent et ils racontent partout. C'était les Japonais de l'époque. Alors en racontant partout, les Égyptiens leur disent bah, « puisque c'est comme ça, on ne vous raconte plus rien. » Et les Grecs en déduisent que dans le temple d'Héliopolis, dans le temple d'Héliopolis, eh bien comme ils ne peuvent plus y rentrer, il y a un dieu. Et ce dieu, évidemment, il l'appelle Hermès. Bien sûr. Et comme il possède les trois pouvoirs matériels, spirituels et divins, on l'appelle Hermès Trismégisme, le trois fois grand. Alors il n'existe pas ce personnage, pas plus que Dieu a écrit la Bible. Mais on va le retrouver partout, parce qu'il y a des gens qui vont faire des textes et qui vont signer Hermès Trismégisme. Et ça se faisait beaucoup à l'époque,
d'écrire un texte et de le signer par un illustre personnage. Bien sûr. Sans que pour ce faire, ça soit lui qui l'ait écrit. Donc, ça y est, on commence à être dans l'hermétisme, on commence à être sous le sceau d'Hermès. Et puis ensuite, les Arabes vont récupérer ça. Là, on est en l'an 800, je pense à Geber, par exemple, un immense alchimiste arabe qui invente la distillation, entre parenthèses, puisqu'il invente le alambic. Ah, oui, oui. Le distillateur de Dieu, et grâce à ça, il fait des élixirs, c'est-à-dire la boisson des dieux. Alors lui, il se dit, je veux connaître les secrets de la terre, il se trouve que la terre a du sang, donc je vais prendre son sang, en extraire son esprit, et ben, le sang de la terre, c'était du pétrole, les l'époque. Ah oui, ok. Et l'esprit qu'il en extrait, il appelle ça de l'essence, c'est ce qu'on met encore dans notre voiture. Bien sûr. Et lui, il fait pas ça pour ça, il fait juste pour avoir le spiritus. Oui, 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 tout à fait. Oui. Et puis ensuite, bah, ça arrive en Occident, dans le bassin méditerranéen, et là on commence à voir des alchimistes fameux, alors paradoxalement, surtout dans les pays de l'Est, où on va avoir Paracelse, on va avoir d'immenses alchimistes, et puis après on a la période de Prague, évidemment, avec Rodolphe II, qui c'est un empereur et qui s'intéresse à l'alchimie. D'accord, oui, il est compatible. C'est non seulement pas incompatible à Prague, mais en plus il a les moyens. Oui, bien sûr. Alors il a les moyens techniques, il a les moyens numéraires, il a les moyens de rayonnement, et donc il rapatrie tous les alchimistes autour de lui. Et il fait même une rue à côté de son château, qui s'appellera la rue de l'Or, où il donne des maisons aux alchimistes. Et donc il y a une espèce de cité d'alchimistes. On peut encore visiter à Prague, mais aujourd'hui c'est des boutiques. Où tous les alchimistes sont nourris, logés, blanchis, travaillent, et avec, donc c'est un jeu. Alors je vous conseille évidemment d'aller voir Prague, parce qu'il y a aussi une communauté kabbaliste extrêmement puissante, parce que le golem vient de là-bas. Et donc on va avoir une espèce de mix entre l'alchimie et la kabbale à cet endroit-là, qui va être un creuset hallucinant, il va arriver des tas de choses. Après l'alchimie va arriver 18e, à peu près on va voir ça dans toutes les sociétés secrètes qui sont créées, principalement à Lyon. Entre parenthèses, on pourra se poser la question de pourquoi. Et là, on va commencer à utiliser à la fois l'alchimie opérative et spéculative. C'est-à-dire, c'est quoi la différence? La différence, c'est que la spéculative, on touche à rien. L'opérative, on a un labo et on travaille. D'accord. Donc, Fulcanelli et... Alors ça, c'est beaucoup plus tard, mais effectivement, c'est ça. Mais c'est exactement ça. Et d'ailleurs, le terme même, laboratoire, c'est labor oratoire. Oui. Donc, moitié dans la matière et moitié dans l'esprit. Oui. Donc il y en a qui se mettent au creuset, et puis il y en a d'autres qui partent dans une vision purement spéculative. Et c'est à partir de ce moment-là, on dit non, non, l'alchimie, ça n'existe pas, c'est seulement une vision de l'esprit, c'est mystique, c'est métaphysique, et d'autres qui disent pas du tout, on met les mains dedans. Alors après, on arrive 19e, là c'est le contraire. C'est-à-dire c'est la science, on dit l'alchimie n'existe pas d'un point de vue métaphysique, mais seulement mécanique. C'est-à-dire c'est des secrets de fabrication que les anciens avaient, on va les retrouver. Mais ça n'est associé à aucune vision métaphysique. Genre, c'est pas pour sauver l'homme, c'est pas pour sauver, c'est pas pour s'élever l'esprit, non, c'est pour trouver des secrets de fabrication. Bien sûr. Et là, évidemment, il y a un antagonisme avec ceux qui disent non, ça reste mystique, et d'autres qui disent mais non, ça reste dans la matière, ils se détestent. C'est encore le cas aujourd'hui. Ah bon? Mais oui, c'est-à-dire qu'il y a encore des gens aujourd'hui qui disent non, 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 il n'y a absolument pas de truc mystique, c'est seulement une manière de transmuter la matière, de comprendre les secrets de fabrication, mais en aucun cas ça améliore l'homme, on s'en fout complètement. Ça n'a aucune importance. Et puis d'autres qui disent, complètement spéculatifs, non, 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 le labor ça n'existe pas, c'est seulement une d'esprit, ça sert à rien, c'est une fumisterie. Et puis il y en a ceux qui disent, bah si, c'est les deux, et les deux sont nécessaires. Bien sûr. J'en fais partie. En disant, pour moi, les deux sont nécessaires, même si un jour on peut abandonner le labor pour rester qu'à l'oratoire. C'est un peu Bernard de Clairvaux, Saint-Bernard, qui fait les routes et qui, avant d'écrire sa règle, il fait la fête. C'est-à-dire qu'il part avec ses potes, et puis tout ce qu'il a fait, après il fait une règle en disant faut pas le faire. Oui, bien sûr. Mais il peut le lire parce qu'il a épuisé. Oui, tout à fait. Et c'est vrai qu'on peut finir par une voie un peu mystique et métaphysique en disant bah, j'ai plus besoin de toucher à la matière. Une fois que j'ai ouvert la fenêtre, j'ai plus besoin de me fatiguer, j'ai plus qu'à sortir. Après, est-ce que je vais le faire? Est-ce que j'en ai le courage? Est-ce que j'en ai l'envie? Mais c'est plus dans la matière. C'est autre chose. Oui, bien sûr. Alors ça, c'est surtout l'alchimie occidentale. Et l'alchimie occidentale est matinée aussi de notre vieux complexe judéo-chrétien, de la culpabilité, de la flagellation, de fausses rachetés.
Ouais, bien sûr. Donc sans oubli. Par contre, l'alchimie chinoise, alors eux, ils se posent aucune question. Parce qu'ils ne sont pas issus d'un système judéo-chrétien, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, c'est une question de circonstance. Tout à fait. En plus, ils cachent rien. Nous, on montre 4 éléments, le 5e est caché, c'est la quintessence. 5e essence, eux, ils montrent tout. Ils ont directement 5 éléments. Et ils y vont. Hein. C'est-à-dire que, puis ils ont un peu d'avance sur nous. C'est-à-dire que nous, on commence à s'intéresser à ça, eux, ils ont déjà 2000 ans de travail dessus. Et ils travaillent le bronze comme on ne sait pas le faire, ils vitrifient les métaux, ils font des trucs incroyables. Je pense à Qin Shi Huangdi, le premier empereur, celui qui réunit les 7 royaumes. Et il se dit, moi je suis un empereur, donc en tant qu'empereur, je veux une couleur que les autres n'ont pas, pour qu'on me reconnaisse. C'est un empereur. Oui, bien sûr. Donc, il dit la couleur qui n'existe pas dans la nature, c'est le violet. Elle existe, mais la teinture violette n'existe pas. Même les Romains, pour faire du violet, ils mélangeaient du bleu et du rouge. Donc il se dit, moi je veux une teinture native, violette, et directement la mettre. Bon. Alors ces alchimistes, c'est bien des alchimistes, cherchent, et ils finissent par trouver un métal qui rend transparent. Ce métal, c'est pas n'importe quoi, c'est du barium. Et ce métal, il est extrêmement alcalin, c'est-à-dire on met une goutte d'eau dessus, ça saute. Pour travailler avec, bon courage, et ils le font. Ils transmutent ce métal, il devient transparent et ça fait un violet, mais sublime. Ils le broient et ça fait une teinture. Et cette teinture, on va les retrouver par exemple sur l'armée de terre. Vous savez, on a retrouvé une armée de terre justement devant la tombe de Qin Shi Huangdi et ils étaient peints. Et ils étaient peints, certains, avec cette couleur. D'accord. Et c'est ce qu'on appelait après le violet et ou le bleu Han. Pourquoi? Parce que lui, il n'en a pas profité longtemps, il est mort. C'est la dynastie suivante, les Han, qui ont pris ça et qui ont pris cette couleur. Alors vous voyez, ça c'est le mauvais côté de la chimie pour lui. Pourquoi? Parce qu'il dit en tant qu'empereur, je veux devenir immortel. Normal. Alors ces alchimistes ont une idée, ils confondent Mercure et Mercure. C'est-à-dire Mercure, en alchimie, c'est le messager des dieux, mais c'est aussi un métal. Et le métal est juste un peu toxique. Alors lui, il dit, bon, on va lui faire des pilules en mercure. Donc c'est ce qu'ils font. C'est-à-dire que des pilules grosses comme ça, 7 par jour. Alors au bout d'un moment, il arrive un truc, c'est qu'il meurt. Parce que, avant, il devient complètement parano, parce que c'est l'intoxication au mercure. Et après, il meurt. Donc là, c'est une méconnaissance du principe. Au lieu de la philosophie qui était nécessaire là, on a donné des produits qui ont créé ce problème-là. Donc voilà un peu, et la filiation chinoise continue à travers des tas de choses, le Feng Shui qui est la manière de connaître le monde, le Yi King, le livre des transformations, on parle bien de transformation. D'ailleurs dans un premier temps on transforme et ensuite on transmute, c'est pas la même chose, l'alchimiste transmute et le chimiste transforme. Transformer, c'est prendre une forme pour faire une autre forme. Transmuter, c'est prendre la forme et la faire disparaître. Transformer, c'est travailler dans la prison. Transmuter, c'est en sortir. Donc il y a une nuance extraordinaire. Et le hiatus, justement, de l'alchimie, c'est qu'on a imaginé longtemps que l'alchimie était une proto-chimie. C'est-à-dire que les alchimistes étaient des mauvais chimistes et qu'ils ont découvert des tas de trucs par hasard. Et puis qu'ils ont légué ça progressivement à des gens qui étaient des scientifiques et qui, eux, ont tout compris. Eh ben non, parce que l'alchimie, le but de l'alchimie, c'est pas de faire de la chimie, c'est de sortir de la prison. C'est pas de travailler dedans. Donc c'est pas de mélanger des petits produits pour avoir des trucs, c'est de faire disparaître la matière en lumière. Donc c'est pas du tout le même but. Mais par contre, ils ont essayé avec de la matière. Et par conséquent, il s'est passé des choses. Mais c'était pas leur but. Par exemple, s'ils trouvent les acides, c'est parce qu'ils ont besoin d'ouvrir la matière. Et ils se disent comment on va faire pour ouvrir la matière. Ils trouvent des choses par hasard, puis après ils les mettent en place. Et à un moment, ils se disent, tiens, pour séparer le subtil de l'épais, un métal par exemple, pour le sortir de la pierre, dans un gant, il faut chauffer. Donc on chauffe, le métal coule, la pierre reste, on sépare le subtil de l'épais. Mais après, il faut le chauffer. Et on chauffe, il faut chauffer de plus en plus fort. Mais le contenant, à force de le chauffer, ils font. La question va se dire, quel contenant on va trouver qu'ils font pas? Alors ils ont tout essayé. Ils ont pris n'importe quoi, puis un jour, il y en a qui tombent sur une terre blanche, ils chauffent, et il se trouve qu'au lieu de fondre, ça se vitrifie. Ils viennent d'inventer la porcelaine. Et c'est bien les Chinois qui inventent ça, les alchimistes chinois qui inventent ça. Et ça reste un grand secret. Ensuite, c'est utilisé dans le monde profane, mais la motivation de la recherche n'est pas du tout profane. Et il y en a des foules de comme ça, des tas de produits, le phosphore, ils ont trouvé parce qu'ils cherchaient autre chose.
Et la conséquence a fait qu'ils ont légué ensuite ça à des gens qui ont pris ça et qui, eux, ont dit comme on va l'améliorer d'un point de vue mécanique, scientifique. Mais il y en a plein, souvenez-vous, les plus anciens à l'école, moi je me souviens l'histoire de Bernard Palissy qui brûlait ses meubles. Oui. Souvenez-vous de cette image, les plus anciens, on le voit dans sa cheminée, il casse ses meubles. Pour refaire la porcelaine, les émaux, des choses comme ça. C'est un alchimiste. Voilà. Et sa motivation, c'était ça. Alors après, il y a des tas d'alchimistes masqués, qui avancent masqués, si je puis dire, ou plutôt qui dans leur vie étaient parfaitement alchimiques et qui ont été masqués par l'histoire. Je pense à Newton, par exemple. Newton, le père de la physique moderne, c'est un alchimiste. Ah oui. Et son but, c'est de faire de l'alchimie. Et il n'y a aucun problème pour lui. Et par conséquent, Tycho Brahe, par exemple, qui est juste un immense astronome, eh bien c'est un alchimiste. Et il y en a plein comme ça. Il y a des gens, on se poserait Marie Curie par exemple, vous dites pas Marie Curie, la radioactivité, il n'y a aucune chance qu'elle s'intéresse à ça. Mais si. C'est des gens sérieux. Oui, c'est des gens sérieux. C'est des gens sérieux. Et là j'ai un livre, le Science et Vie de 1913, et où dedans il parle des travaux, des nouveaux travaux sur la radioactivité, Becquerel, et le titre de l'article c'est « On a redécouvert le secret des alchimistes ». Waouh. Et l'illustration, je pourrais vous la faire voir, l'illustration c'est un laboratoire d'alchimie. D'accord. Et là, pourtant on parle de physique et de physique nucléaire. Oui, bien sûr. Et la question qu'on peut se poser, c'est comment on a découvert ça. Souvenez-vous de l'expérience que fait Marie Curie. C'est elle a son bureau, et puis dans son bureau il y a des tas de trucs, dont une plaque photographique. Et puis à un moment elle veut utiliser la plaque, et elle ne peut pas aller voiler cette plaque. Elle se dit mais c'est bizarre, parce qu'il n'y avait pas de lumière. Donc qu'est-ce qui peut voiler la plaque? Et là elle se rend compte qu'elle a un caillou dans son bureau. Bon, elle refait l'expérience, enfin elle essaye des tas de trucs, et puis elle met le caillou et il se reproduit le même phénomène. Donc elle en déduit que le caillou rayonne quelque chose d'invisible qui a voilé la plaque photographique. Et il se trouve que c'est de la pechblende, c'est un minerai radioactif. Jusque-là, merveilleux, formidable, mais la question qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que ce caillou faisait dans son bureau? Parce qu'il n'y a rien qui ressemble plus à un caillou radioactif qu'à un caillou pas radioactif. Oui, bien sûr. Surtout qu'on ne savait pas le mesurer ni voir les effets. Donc la question c'est, alors les textes alchimistes disent, tu trouveras une pierre couleur gorge de pigeon protégée par les princes de Bohême et qui te permettra de comprendre la transmutation. Et il se trouve que cette pierre, elle est couleur gorge de pigeon et qu'on la trouve dans le pays de Bohême. D'accord. Alors après on en tire les conclusions qu'on veut. Oui, bien sûr. Mais disons que c'est une coïncidence troublante. Troublante, oui, tout à fait. Alors, là-dessus, si on voulait y greffer la Spaggiari, parce que la Spaggiari, est-ce que c'est de l'alchimie ou c'en est pas? Alors, pour moi, encore tout ce que je dis n'engage que moi. Oui, bien sûr. Pour moi, la seule alchimie est une alchimie métallique. Donc à propos de la Spaggiari, est-ce que c'est de l'alchimie? Pour moi, il n'y a qu'une seule alchimie, c'est l'alchimie métallique. C'est-à-dire c'est celle qui conduit à la pierre des philosophes. Point. D'accord. Après, il faut savoir qu'il y a une pierre par règne. C'est-à-dire une pierre minérale, une pierre végétale et une pierre animale. Oui. Donc la pierre minérale, pour moi, c'est celle qui conduit au bout. La pierre végétale, quand on la fait, elle donne le pouvoir sur le règne végétal. C'est les gens qui ont la main verte, par exemple. Je comprends les plantes, je fais pousser des plantes en hiver, choses comme ça. Et la pierre animale, pardon, n'est jamais faite par les alchimistes bien nés. Parce que c'est celle qui donne le pouvoir sur son propre règne. C'est la pierre des dictateurs. Waouh! Et pour la faire, on la fait à partir de sang. Et du sang du règne le plus élevé. Donc nous, aujourd'hui, puis il en faut à peu près 2 bons litres. Donc quand on a pris 2 litres de sang à quelqu'un, il ne reste plus grand-chose. Voilà, il va pas très bien. Bon, c'est l'histoire de Gilles de Rais, Barbe Bleue, c'est ça qu'il cherchait. Donc il a tué plein de gens pour prendre le sang, de préférence des enfants, des femmes enceintes, enfin bon. Donc, on la fait pas. Alors après, il y a des déclinaisons de l'alchimie pour des choses pratiques. Par exemple, faire des produits curatifs. Comment je vais faire une teinture qui soigne telle ou telle chose. Voilà. Pour moi, la Spaggiari est dans ce domaine-là. C'est-à-dire c'est une application des principes alchimiques à des principes curatifs, à des principes naturels. Extraordinaire, c'est très bien, parce que si on fait des Paracel, fait par exemple des tas de produits pour soigner les gens, et c'est extraordinaire, mais pour moi, c'est seulement une déclinaison de l'alchimie.
On peut s'y entraîner, on peut travailler avec, on va faire la même chose, on va extraire le sel, le soufre, le mercure, on va faire des teintures, on va faire des choses comme ça. Mais pour moi, ça ne conduit pas à la pierre. Ça ne conduit pas à la pierre philosophique. Voilà. Mais ça peut être extrêmement intéressant, ça peut être extrêmement valorisant, ça peut être tout ce que vous voulez avec. Mais pour moi, il n'y a qu'une seule voie, c'est la voie métallique. Alors qu'elle soit sèche, qu'elle soit humide, peu importe, c'est-à-dire qu'on utilise le feu pour le faire ou qu'on utilise l'eau pour le faire, puisque le premier principe est la décomposition de la matière. Donc on peut décomposer un corps soit par de l'eau, soit par du feu. Ouais, enfin, un métal par de l'eau, c'est plus long quand même. Si, parce qu'il faut s'entendre sur ce qu'on appelle l'eau. Déjà, oui, ça pourrait être long, mais ça le ferait bien quand même, puisque ça va rouiller, par exemple, le métal. Et rouiller le métal, c'est l'oxyder. L'oxyder, c'est oxy. Oxy, c'est tuer. Donc on va bien faire des trous dedans pour laisser passer la lumière. Mais il faut savoir qu'en alchimie, quand on appelle de l'eau, c'est quelque chose de liquide. Mais c'est pas forcément de l'eau. Par exemple, un acide, c'est de l'eau. D'accord. On va parler, par exemple, d'eau régale. L'eau régale, ça veut dire l'eau royale. Et il se trouve que cette eau royale, c'est un composé d'acide, nitrique et chlorhydrique qu'on mélange, attaque l'or. Et comme l'or, c'est vraiment la couronne du roi, donc c'est l'eau royale. Entre parenthèses, il y a une marque de cosmétiques qui s'appelle L'Oréal. Je fais pas de pub, mais c'est l'eau royale. Et pourquoi? Parce que c'est du cosmétique. Et le cosmétique, c'est quoi? C'est ce qui nous met en lien avec le cosmos. Et donc, quand vous êtes beau, donc vous avez mis des cosmétiques, et ben c'est parce que vous êtes en lien avec le cosmos. On met des paillettes, on met des poudres, vous devenez une star. Donc la star, c'est une étoile. Et on va retrouver ça. On a Sephora par exemple, qui a aussi des produits, je fais aussi de la pub. Alors Sephora, on va leur demander des droits. N'hésitez pas. C'est la femme de Moïse, elle est toujours belle. Et donc c'est très intelligent d'avoir pris comme symbole, justement pour une marque de cosmétiques. Même la forme qu'on a ici, une petite flamme, c'est un iode. Le iode, c'est la 10e lettre de l'alphabet hébraïque. C'est ce qui descend du ciel. C'est l'épée de Saint-Michel, l'épée flamboyante. Donc on voit qu'on a des correspondances symboliques et alchimiques dans des tas de trucs, sans même s'en rendre compte, et qui vont avoir des clés. Alors après, il y a toutes les déclinaisons, c'est pas parce qu'on a marqué alchimie sur un truc que ça en est. Bien sûr. Et on voit des tas de produits à droite à gauche, produits alchimiques, machin ceci, machin cela. Il faut savoir que les produits alchimiques sont tellement longs et difficiles à faire que si on les vendait, ils vaudraient tellement cher que ça serait impossible. Donc la seule manière de faire un produit alchimique et de le transmettre, c'est de le donner. Parce que c'est tellement cher qu'on ne peut que le donner. D'accord. Voilà. Alors après, bon, ça va intéresser des sous-produits, ça va intéresser des trucs, des marques, mais on ne parle plus de la même chose. Là, on parle comment le luxe, L-U-X, la lumière, devient luxe, L-U-X-E. Et le E, c'est le monde. Le luxe, L-U-X-E, c'est quand la lumière tombe dans le monde. La lumière est éclairante, le luxe est brillant. Et pour briller, on réfléchit la lumière. Alors, la réfléchir, c'est aussi la réflexion. C'est comment je vais vous attirer, c'est un peu le miroir aux alouettes, pour finalement vous faire croire que ce que vous voyez, c'est la vraie lumière. Alors que non, c'est une réflexion. À nous de la voir, la bonne réflexion, justement, pour ne pas s'égarer dans le luxe et retourner vers le luxe. Ce qui ne nous empêche pas d'aimer ce monde, d'être de ce monde, de profiter de ce monde. Je veux dire, on ne s'habille pas en blanc, on ne va pas bouffer des sauterelles. On va être heureux dans ce monde. Exactement. Sinon, nous ne prendre. Exactement. Revenons-en un peu quand même, puisque c'était à la base quand même le but de l'émission, de parler de ton livre. Donc, un alchimiste raconte. Alors, qu'est-ce que tu peux nous raconter sur ce livre? Déjà, la motivation qui m'a fait écrire ce livre, c'est un peu ta première question. C'est que tout le monde me demande, alors c'est quoi un alchimiste, comment on devient alchimiste? Si dans un monde moderne, un alchimiste, ça n'existe pas, c'est un truc du Moyen-Âge, ça se peut pas. Alors plutôt que répondre 12 millions de fois à la même question, je me suis dit, je vais faire un livre. Voilà, je vais l'écrire. Et puis, comme ça, je vais dire, voilà, je vais vous expliquer d'où je viens. C'est pas un livre d'alchimie. C'est un livre où un alchimiste raconte, dont je raconte un peu ma vie, mon enfance, mon parcours. C'est un peu aussi une autobiographie. Et puis toutes les choses que j'ai faites jusqu'à maintenant à partir de cette quête. Donc j'ai fait un certain nombre de sous-produits, si je puis dire, liés à l'alchimie, et c'est ce que je décris à l'intérieur. Et puis les états d'esprit, et puis qu'est-ce que ça doit être la transmission, encore une fois c'est mon point de vue. Et je décris des expériences personnelles que j'ai vécues.
et bonne ou mauvaise, en disant que c'est pas non plus les bisounours, et que passer à travers ce monde, on est un pèlerin, et le pèlerin c'est celui qui se pèle, et celui qui se pèle c'est celui qui retire ses peaux. Ah oui. Donc, bien vu ça. Et oui, et les peaux, retirer ses peaux, des fois ça colle un peu. Ouais, un peu. Donc c'est pas toujours agréable, puis des fois on est attaché à sa peau, puis quand on avance, puis qu'on voit ça, d'ailleurs on appelle ça une dépouille, ce qui veut dire textuellement retirer sa peau, dépioter, on se le dépiote, ben, c'est pas toujours confortable. Ouais, c'est sûr. Et puis la vision du monde, la vision qu'on a du monde, la vision des autres, que les autres ont sur vous aussi. Vous dites, ah bah tiens, je suis un alchimiste, la moitié dit c'est un fou furieux, l'autre dit c'est un charlatan, l'autre dit il faut l'enfermer, l'autre dit il faut le laisser le dire, enfin bon. Donc c'est très curieux. On a un rapport avec les autres qui est un peu étrange au début. Puis après, on explique un peu, ou on montre. Alors c'est drôle d'ailleurs, pour expliquer quelque chose, on ne montre pas, on le démontre. Oui. Donc ça veut dire qu'on n'est plus dans l'apparence, mais on est dans ce qu'il y a derrière. Ah ouais. Et c'est vraiment un chemin de dépouillement, c'est ce que j'ai voulu mettre aussi dans ce livre-là, c'est de dire que on paraît au début, on est masqué, on est plein de peau, puis petit à petit on se dépiote, et on finit par être ce qu'on est. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça ne plaît pas, et on s'en fout complètement. Et c'est aussi ça la liberté, c'est de ne plus être dans l'apparence. On est comme on est. Ça plaît, bon, merveilleux, mais on n'est pas à la quête de l'amour de l'autre. Ouais, bien sûr. Parce que sinon, on est, en réalité, c'est pas de l'amour, entre parenthèses, parce que si on peut être à la quête de, c'est pas de l'amour. L'amour, c'est un état. Ouais. Et l'amour nous rend immobiles, alors que les émotions nous rendent agités. Donc c'est même pas la même chose, c'est contradictoire. Ouais, okay. C'est d'ailleurs émo, émotion, émo c'est le sang, c'est le cœur. Alors âme, aour, c'est celui qui laisse passer la lumière à travers son âme. Et d'ailleurs, quand vous êtes dans l'émotion, vous êtes dans le temps, l'espace et la matière. Il faut du temps pour faire de l'émotion, il faut aller vers, il faut recevoir, il y a une préméditation. D'ailleurs, la préméditation n'est pas la méditation. Oui, bien sûr. Forcément, alors que l'amour, c'est instantané. Pouf, ça vous tombe dessus ou pas. D'accord. Et il n'y a pas de raison. Et c'est pour ça qu'après on cherche, mais qu'est-ce que j'ai fait pour trouver ça? Il n'y a aucune possibilité. C'est Madeleine de Proust. C'est lui, il se dit à un moment, ah c'était génial, c'est la confiture de la grand-mère. Ça se trouve, si on la mangeait aujourd'hui, on dirait, c'est de la confiture, c'est de la confiture. Mais il y a tout un tas de circonstances qui faisaient qu'on était dans cet état d'amour. Et ça, il n'est pas reproduisible chronologiquement. Notre mental est chronologique, c'est-à-dire qu'il utilise la logique du temps. Alors que l'amour est instantané, il n'y a pas de logique et pas de temps. Vous êtes en amour avec quelqu'un, on se regarde dans le blanc de l'œil toute une journée et on ne s'ennuie pas. Et pourtant, on dit qu'il y a une différence entre la passion et l'amour. Ah mais c'est pas du tout la même chose. La passion, c'est un truc qui est instantané, qui ne dure pas, alors que l'amour, ça peut être durable. Moi, je pense que c'est le contraire. Moi, je pense que la passion, au contraire, c'est extraordinairement dans l'émotion. Et c'est jamais linéaire. C'est-à-dire les passions, c'est toujours très grand, très bas, c'est extraordinaire, puis c'est horrible. Bon, donc on est vraiment, alors que l'amour n'est pas du tout dans la passion, on est dans une espèce d'éternel moment présent, et il n'y a pas de notion de durée dedans. Je parle de l'amour, je parle pas de l'état amoureux qui est, je cours après quelqu'un, il me manque quand il n'est pas là, mais ça c'est pas de l'amour. Cet état amoureux est encore une émotion. L'état amoureux, c'est ce que le mental comprend de l'amour. Donc il va se poser la question, qu'est-ce que je dois faire pour, qu'est-ce que j'ai pas fait pour, mais ça c'est le mental. L'amour, on ne se pose aucune question. Vous êtes avec quelqu'un, vous êtes dans un lieu, tout est à sa place, vous aussi, mais vous ne savez pas pourquoi. Et si vous vous posez la question de savoir pourquoi vous êtes bien, vous ne l'êtes plus. Parce que ça redevient mental. L'amour, c'est je suis dans chaque chose est en moi. Alors évidemment, je ne peux pas en parler. Je suis dedans. La seule manière d'en parler, c'est d'en sortir. Bien sûr. Mais quand j'en sors, je peux donner qu'un point de vue. Tout à fait. Donc le paradoxe de l'amour, c'est que si on peut en parler, c'en est pas. Alors ça, c'est la même chose pour la vérité, pour l'unité. C'est des mots différents pour parler de la même chose. La grâce, ça vous tombe dessus, quand on ne sait pas. Expliquer à quelqu'un la grâce, expliquer la foi, pas la moindre idée. Oui, bien sûr. On peut expliquer, je suis bien, mais on ne peut pas dire, il y a quelque chose qui m'est tombé dessus. On ne sait rien. Et encore, je suis bien par rapport à quoi? Ça veut dire quoi être bien? Ça veut dire que j'avais mal nulle part, que j'ai été à une bonne température, que j'avais pas faim, que... On voit que c'est mécanique. Alors que quand on est dans cet état d'amour, on n'a plus aucune constante, même dans le corps. Combien de temps ça a duré? Est-ce que j'ai faim? Est-ce que j'ai soif? Est-ce que j'ai envie d'aller aux toilettes? Non, rien de tout ça. Je suis dans un éternel moment présent. Et c'est le parallèle avec Dieu est amour, pour le croyant. Et le nom de Dieu, un des noms, c'est Eyeye, qui veut dire je suis celui qui est. Et toute notre quête,
c'est d'être. D'être celui qui est. Et d'ailleurs, c'est drôle parce que quand on est, naître, Ouais. naître, ça veut dire non être. Donc dès que je nais, je ne suis plus. Oui. Et on peut imaginer que le oui, chemin, oui. c'est de vivre, mourir jusqu'à être de nouveau. Le contraire de la vie, c'est la mort. Ah bah non, là je suis pas d'accord. Ah, bah, pour moi, oui. Non, non. Que- Le contraire de la mort, c'est pas la vie. C'est Le quoi? contraire de la mort, c'est la naissance. Ah, moi, je crois pas, justement. Ah bah si. Ben non. Voilà, on n'est pas d'accord. Mais tant mieux, mais tant mieux. Enfin, bon, après, c'est une question de point de vue. Pour moi, le contraire de la vie, c'est la mort. Le contraire de la naissance, c'est être. Je suis un éternel moment présent. J'arrive dans ce monde. Je rentre dans le temps. Donc, la vie, c'est un temps. La mort, c'est un passage. Tac. Ouais. Dans un autre temps, avec un passage. Dans un autre temps, avec un passage. Jusqu'à être hors du temps, donc être. Oui, en fin de compte, on dit exactement la même chose, sauf qu'on inverse les mots. Voilà, mais peu importe. Voilà. Après, c'est Pour une moi, la question de vie, vocabulaire. c'est ce qu'on est. Et puis à un moment, on est dans cette incarnation, dans ce corps, et donc forcément, si on est, on va mourir. Mais ce qui n'empêche pas d'être toujours dans la vie. Oui, mais tout ça, c'est dans le temps. Mmh. Alors que, je veux dire, quand on est, on n'est pas dans le temps. Être. Bah si, le fait de naître, c'est bloquer un moment du temps pour en sortir. Mais moi, je crois pas. C'est que quand on Pour en est, rentrer. on est dans cet éternel moment présent. Dès qu'on est, on en sort. Mmh. Parce que la vie dure un temps. S'il y a un écoulement de la vie, Ouais, il y a un d'accord. écoulement du temps. Alors que quand on est, au sens être, Mmh. d'ailleurs, on le sent. Quand dans le monde tu es, je suis à ma place, je suis assis devant une falaise, je regarde un coucher de soleil, il n'y a pas de temps. Il n'y a C'est vrai. aucun temps. C'est vrai. Ensuite, le temps va se remettre à s'écouler. Bon, après, c'est une question de point de vue, ça n'a pas vraiment d'importance. Non. La seule chose qu'on peut dire, Non, parce c'est qu'en fin de compte, on dit la même chose. Hein. Simplement, la on dit pas vie, avec les mêmes mots. tout l'univers n'a qu'un seul but, c'est de dissiper son agitation pour retrouver l'immobilité. La vie est un outil qui nous permet de dissiper l'agitation. Voilà pour moi. Et une fois qu'on n'est plus agité, on est immobile et on est de nouveau. Après tous les moyens, l'émotion, justement, est une manière d'éjecter cette animation. Et d'ailleurs, il ne faut pas faire plus d'énergie qu'on s'en débarrasse, parce que sinon, le compte est négatif. Oui. Et on est plus agité que quand on est venu. Bien sûr, bien sûr. Donc un peu tout le chemin de la vie, c'est comment je vais dissiper plus d'émotions que j'en ai pris, pour pouvoir finalement finir par dissiper, faire disparaître ce mouvement. D'ailleurs, l'âme, animus, ça veut dire bouger. Oui. D'ailleurs, quand tu es immobile, on dit que tu es inanimé. C'est vrai. Mais ça ne veut pas dire que tu ne bouges pas inanimé, le Oui, terme. oui. Ça veut Oui, juste oui. dire que tu n'as plus ton âme. Oui. Et d'ailleurs, on va te secouer pour te réanimer, et donc ton âme revient, et donc l'agitation revient, puis tu te relèves, et tu dis, et entre ce moment où tu étais inanimé, où on te réanime, où tu étais. Oui, bien sûr. Et toi-même, tu te dis, d'ailleurs, souvent tu as la notion d'être ailleurs, puisque quand tu reviens, tu fais où suis-je? Où vais-je, où cours, Ouais, je fais voilà. Ah Comme oui, disait bien notre sûr. ami Pierre Dac aussi. Il disait quelque chose que j'aimais beaucoup quand on lui posait la question, justement, d'où venez-vous, allez-vous, et qui êtes-vous? Il disait, je viens de chez moi, je suis moi, puis j'y retourne. Ah oui, Pierre Dac, oui. De se mettre à tout. Voilà un peu ces considérations qu'on a sur ce mouvement, sur cette agitation, et puis les outils qui permettent de le dissiper, dont l'alchimie. Alors c'est aussi ce que j'ai voulu mettre aussi, j'ai quelques exercices, quelque chose que je mets dans ce livre, c'est presque un testament. Alors c'est drôle de le faire maintenant, D'accord. c'est-à-dire en disant voilà, tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant est dans ce livre, Ah, maintenant je vais faire autre chose, ou je vais le faire autrement. ah. Pour moi aussi ce livre est important parce qu'il a une vraie charnière. Ouais. Les charnières sont sur une porte. Bien sûr. Évidemment, la porte, on va la franchir. Et j'ai vraiment cette sensation aujourd'hui de dire, je change les choses. En tout cas, je raconte toujours la même chose, parce que je ne sais pas faire autre chose. Oui, bien Et sûr. en transmission, il y a mission à travers, ça Oui. on n'y est pas pour grand-chose. Mais par contre, la manière dont je vais le faire, les outils, vont être plus impersonnels, c'est-à-dire au sens, pas d'individu à individu, sauf dans la réelle transmission. Là, la réelle transmission se coagule, au contraire, encore plus petite. Et là, c'est vraiment de maître à disciple. D'accord, d'accord. Donc, Mais le donc tu quittes pas vraiment la cuisine. Non, non, je Tu cuis pas la continues à faire des bons plats. Bah, j'ai pas. J'adore faire la cuisine.
Les alchimistes qui ne sont pas des cuisiniers, ça n'existe pas. Hein. Ah oui, c'est vrai. Il vaut mieux être un bon vivant plutôt qu'un mauvais mort. J'ai ça, ouais. Donc aimons ce monde, hein, et puis exactement. C'est un vrai partage, hein, la cuisine, donc bien sûr que je continue toujours, mais j'ai plus envie que ce soit un peu plus délétère, que ce soit un peu plus diffusé, et à travers des choses qui semblent même pas être de l'alchimie. Par exemple, là je vais faire un long métrage à partir du mois de février, un vrai long métrage. Enfin, je travaille avec, c'est pas moi qui le fais, moi je suis directeur artistique dessus, mais c'est une fiction, et on parle pas d'alchimie du tout. Ouais. Mais l'univers, et c'est pas du tout ésotérique, mais va faire des sensations, va faire des choses qui va nous mettre dans un état que... Et c'est un peu ça que j'ai envie, c'est un peu comme Monsieur Jourdain, quoi, parler d'alchimie sans en avoir l'air. Ouais. Okay. Et puis maintenant que j'ai un peu les mécanismes de ça, que je sais où ça conduit, le chemin n'est pas forcément le chemin de tout le monde. Par contre, si on sait où ça conduit, on peut amener n'importe qui au but, sans forcément suivre ce chemin. Parce que pour moi, transmettre, c'est pas conduire l'élève sur les pas du maître, c'est permettre à l'élève de trouver son chemin, oui, bien sûr. Non pas imposer le sien. Bien sûr. Et là, aujourd'hui, dans la communication, dans les moyens qu'on a, j'ai beaucoup d'entreprises qui me demandent aujourd'hui de faire leur com, par exemple. Ouais. Et c'est très étrange. Le logo, par exemple, c'est la parole de Dieu, le logos. Oui, c'est pas rien. Alors les symboles qu'on va mettre dedans, les formes, les couleurs, c'est important. C'est essentiel. C'est important, c'est un peu le principe du blason. Exactement. Le blason, c'est quelque chose de symbolique. Absolument. Qui représente la personne et ensuite la famille. Tout à fait. Sa famille. Donc le logo, c'est un peu le blason, oui, de l'entreprise. Voilà, c'est un peu ça, en sachant que le blason est extrêmement codifié. Oui. Mais pas forcément codifié d'une manière... c'est symbolique, évidemment, chaque symbole veut dire quelque chose, alors que quand on va faire une communication symbolique, aujourd'hui je dis que je crée l'esprit d'une entreprise. D'accord. Parce qu'une entreprise qui fonctionne, c'est une entreprise qui a de l'esprit. Ouais. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et d'ailleurs, par exemple, il y a des gens qui l'ont très bien compris, comme Apple, par exemple, Steve Jobs, lui, il a fait une secte. Oui. Lui, c'est le gourou. Et puis d'ailleurs, quand il présentait les produits, on appelait ça une grand-messe. Et puis les gens, les pins qu'on porte, c'est la croix. Enfin, et d'ailleurs, quand on voit la discussion entre le monde PC et le monde Apple, c'est pas une guerre de technologie, c'est une guerre de religion. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Toi t'es PC, toi t'es Apple, puis chacun essaye de convertir l'autre. Ça ne veut pas de le convaincre. Donc on a vraiment une vision religieuse. Et cette idée-là, dans une entreprise, ça marche comme ça. Oui, bien sûr. Par exemple, les banques. On voit une banque, les sièges des banques, c'est des temples. Temples grecs, les frontons triangulaires, les colonnes. Dedans, il y a le clergé, c'est les banquiers avec l'habit sacerdotal, vous la connaissez. Ils ont le confessionnal avec pouvoir d'excommunication. On a les images saintes qui sont les billets de banque, ainsi de suite. Oui, bien sûr. Donc, ça fonctionne de la même manière. Et on voit comment on va passer, par exemple, d'une vision extrêmement métaphysique et symbolique du monde au monde de l'entreprise. D'accord. Et en expliquant aux gens qu'on peut faire une entreprise humaniste. Bien sûr. C'est-à-dire une bonne affaire, c'est quand tout le monde est heureux, content. Donc le type il vend ses produits, il est ravi, les gens qui travaillent sont ravis, ceux qui récupèrent les produits sont très heureux. C'est ça cette idée. Et l'alchimie m'a aussi appris ça. D'accord. Parce qu'il y a 3 principes, le sel, le soufre, le mercure, qui sont pour une entreprise, par exemple. Le mercure, c'est l'information qui circule. Le soufre, c'est qui transporte l'information. Et le sel, c'est où on la met. On s'aperçoit qu'on a des maladies de l'entreprise qui vont être des maladies réparables par l'alchimie. Ça paraît extrêmement curieux, mais par exemple, on a un chef de service qui fait 12 millions de notes, personne ne les lit. C'est un problème mercure. Maintenant, il fait une note, elle est super, mais celui qui doit la transporter, il la garde pour lui. Rétention d'information, c'est le chef Haillon. Donc c'est du soufre. Maintenant, il a une note qui est bien, le type qui la transmet, il la met, mais il n'y a pas de tableau pour la mettre. Pas de matière. Maladie sel. Voilà, et donc on pourra faire un audit d'une entreprise avec les principes alchimiques. On n'est pas obligé de dire aux gens que c'est les principes alchimiques qu'on utilise. Oui, bien sûr. Et réparer ça avec la fabrication. Et l'ultime chose, c'est maintenant votre entreprise, c'est la pierre philosophique. T'as le sujet de ton prochain bouquin. Voilà, exactement. Je suis bon quand même. Ok, cool. J'ai hâte de le lire. Écoute, il ne me reste plus qu'à l'écrire. Voilà, au boulot. Mais je l'éprouve, c'est-à-dire qu'avant de l'écrire, je vais mettre en place des cas. Parce que je fais déjà ça comme consultant, un peu à droite à gauche.
Et ces cas sont des cas réels, quoi. On change le logo d'une boîte et double son chiffre d'entreprise. Alors ça paraît extrêmement curieux, et ça marche, ça marche. Le nombre de logos subliminaux que vous avez, regardez l'image de la marque. Je veux dire, Cartier fait un sac en plastique en mettant le C dessus, tout le monde l'achète. Bien sûr. Alors que la qualité n'est pas bonne, on s'en fout. Mais il y a une valeur ajoutée qui est extrêmement particulière. Donc l'idée, c'est que la marque elle-même, marquer quelque chose, c'est presque la main de Dieu, le doigt qui met sur quelque chose. Maintenant, il y a une valeur ajoutée qui n'existe pas, qui est mystique, qui est purement subliminale, et qui fait que, regardez, les gens qui se baladent avec un sac Vuitton, et tout le monde va dire, qu'est-ce qu'on parle des marques aujourd'hui? Et que c'est bien, on va leur demander, tous ces gens-là, des sous, excusez-nous, hein, mais n'hésitez pas. Il faut financer la chaîne. Hein. Vous voyez, on n'appelle pas ça une entreprise, on appelle ça une marque. C'est vrai. Ça veut dire qu'on a mis une marque sur quelque chose. Et c'est la marque qui vaut quelque chose. C'est même pas l'objet. C'est pas l'objet, tout à fait. Et arriver à faire ça, bah, c'est fabriquer un réel esprit, un archétype. Cet esprit animé par des croyants, c'est vraiment religieux, les gens croient à la marque. Et à l'instant qu'ils y croient, ça marche. On met le logo partout, et puis ça fonctionne. Bien sûr. Voilà, ça c'est des applications extrêmement concrètes dans notre vie de tous les jours. Et c'est pas de la manipulation, parce que mon but derrière, c'est que ça soit humaniste. C'est en disant, ok, vous allez gagner plus, merveilleux, on va ranger la manière dont vous fonctionnez, formidable, mais en faisant ça, eh bien, vous allez être heureux et les gens vont être heureux. Et je prends souvent les gens à contre-pied, par exemple. Ils me proposent de faire un truc, je leur dis, on va faire autre chose. D'accord. C'est parce que il y a vraiment des sujets aujourd'hui qui sont extrêmement intéressants, que les gens comprennent. On voit par exemple beaucoup de déodorants. Les déodorants, c'est curieux, puisqu'on échange par l'odeur. Et depuis qu'on a collé des déodorants, on peut les uns les autres. Tout à fait. Et moi je dis aux gens, vous n'allez pas faire des déodorants, vous allez faire des réodorants. Alors ça paraît bizarre quand on dit à des gens qui font des déodorants, mais on leur dit en réalité, vous allez retirer les mauvaises odeurs, mais vous allez laisser passer les bonnes et vous allez communiquer là-dessus. C'est-à-dire par exemple, un enfant retrouve sa mère à l'odeur. C'est vrai. Et c'est extraordinaire. Prenez le dodo d'un enfant, vous savez, le truc infâme qui traîne derrière lui tout le temps. Lavez-le. Le dodo. Et lavez-le. Il n'en veut plus. Il va se rouler dedans, il va rendre pourri dans l'état. Donc c'est extrêmement important. Donc l'idée, c'est d'utiliser aussi les marques, les communicants, les choses pour rendre, pour moi, un monde plus humain, plus humaniste, meilleur. Et tout le monde est content. Parce que... De toute façon, le principe du déodorant, ça va dans le même principe que le sans microbe, le sans... c'est les Américains qui nous ramènent ça. Donc il faut vivre dans un monde aseptisé. C'est ça. Mais on le voit, on a des téléphones portables par exemple. Regardez dans la rue, tout le monde est le nez dedans, on ne se voit plus, on ne communique plus. On communique à travers un écran, ça veut dire ce que ça veut dire, et un téléphone, ça s'appelle un cellulaire. Donc ça ne me donne pas envie de rester dedans. Bien sûr. Donc voilà un petit peu les autour de ça. Donc voilà un peu ce qu'il y a dans ce livre. Ok. Bon. Je crois que là on a fait un bon tour d'horizon et de l'alchimie et du bouquin. Donc je rappelle le livre de Patrick Burestenas, Un alchimiste raconte, et ça sort aux éditions chez Massot Éditions. Voilà, ça se trouve partout, partout. En librairie, à la FNAC. Partout, c'est très bien distribué. Donc je vous le remontre, voilà. N'hésitez pas, lisez-le. Et puis n'hésitez pas à nous mettre des commentaires en dessous la vidéo. Sur la chaîne YouTube, n'hésitez pas à mettre des commentaires qu'on transmettra à notre ami Patrick avec grand plaisir. Merci Patrick de nous avoir reçus chez toi. Merci à toi, bienvenue chez moi. Merci beaucoup. Chers amis, cette émission est terminée. Donc vous étiez bien sur Planète Gaïa TV et parallèlement sur Radio Zolkin dans Le Chaudron des Druides. C'est le nom de l'émission de chez Radio Zolkin. Et écoutez, je vous retrouve prochainement pour de prochaines aventures. Merci, au revoir. Merci. Voilà, mes amis, c'est terminé. Planète Gaïa vous remercie de votre attention. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à faire un j'aime, le pouce en haut, pour nous faire part de votre contentement. Mettez-nous des petits commentaires parce que ça fait toujours plaisir et ça nous permet de rectifier les choses s'il y a des choses à rectifier.
N'hésitez pas à nous soutenir sur Tipeee en allant sur le site qui est écrit en dessous de la vidéo, de façon à nous soutenir, à partir de 1 euro jusqu'à 1 million d'euros si ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Il faut savoir que plus vous serez nombreux à nous financer, à mettre de l'argent sur Tipeee, plus le budget sera important, plus on pourra prévoir un certain nombre de vidéos. Donc là, on essaye de tourner à peu près une vidéo tous les 10 jours. Mais le but pour nous, c'est d'en faire au moins une par semaine. Mais pour ça, on a besoin de vous et on a besoin de moyens. Donc, n'hésitez pas, on vous attend. Et je vous dis à la prochaine pour de prochaines aventures.